Eh ben écoute, on est Homework Architecture. On est une agence qui a été créée en 2019. Je suis Guillaume Bernardi-Fodéré, Thibaut Vital et Martin Dumortier. Start it up. Juste, on s'est rencontrés, on travaillait tous les trois dans une même agence. On s'est rencontrés en 2015. Cette agence, on travaillait tous les trois sur des phases très différentes. Martin était plutôt sur toute la partie conception, concours, faisabilité, permis de construire. Moi, j'étais plutôt sur les parties permis, transition, avec la partie technique, donc les DCE, les appels d'offres, les marchés. Et Thibaut, lui, était plutôt dans le pôle exécution de l'agence. Donc on était tous les trois sur des phases de travail qui étaient quand même très différentes, et c'est peut-être ce qui nous a d'ailleurs donné envie de monter l'agence à terme. On a 2 ans, un petit peu plus de 2 ans maintenant. On a pour l'instant la chance de travailler sur des projets d'échelle complètement différentes, avec des maîtrises d'ouvrage complètement différentes, du privé, du public, du gros, du petit. Donc pour l'instant on s'en sort pas trop mal, on arrive à toucher un petit peu tout ce qu'on voulait faire en montant cette agence. On a une définition à peu près commune tous les trois de ce qu'est un architecte, c'est-à-dire qu'on a à charge une composition globale qui est définie sur des notions que nous on a définies à l'agence comme des notions un petit peu clés qui sont un peu la structure, la colonne vertébrale de notre travail. Donc on définit un petit peu comme étant la notion d'architecte que nous on interprète. C'est la notion de programme, la notion de contexte et la notion de budget. C'est un peu les 3 piliers sur lesquels on tourne à l'agence et qui sont le fil rouge un peu de toute l'approche de conception qu'on a. Donc c'est vrai que cette notion d'architecte, on a un petit côté chef d'orchestre, mais qui est un mot qu'on essaie de pas trop utiliser parce que c'est un peu fourre-tout, mais on doit composer avec des données réglementaires, programmatiques, contextuelles, budgétaires. Et donc notre travail, notre rôle, c'est vraiment d'arriver à le formaliser en sortant un projet qui soit en adéquation avec des lignes directrices qu'on se pose. Et donc c'est vrai que nous, à l'agence, c'est un peu ces 3 piliers autour duquel on tourne, qui sont un peu fondateurs, et quelle que soit l'échelle sur laquelle on travaille, on essaie de s'y raccrocher à chaque fois. Donc c'est vraiment ce rôle de composition, être architecte, composer avec les éléments qu'on se définit nous-mêmes et qu'on nous donne. Il y en a une en particulier qui nous paraît importante, c'est la notion de programme. C'est vrai que c'est souvent les premiers sujets abordés avec un maître d'ouvrage. Et en fait, je pense qu'il faut avoir ce recul sur un programme, savoir l'analyser et regarder la pertinence qu'il a par rapport à un contexte et aussi un budget. Alors peut-être pas dans le cas d'un étudiant, mais ça vient assez vite dans le cas des premiers projets. Et vraiment pas avoir peur d'utiliser, de questionner le programme, d'analyser la pertinence du programme et vraiment de mettre en avant la notion de conseil qu'on peut avoir auprès d'un maître d'ouvrage sur un programme. Et ça, même étant étudiant, comme disait Thibaut, je pense que ça c'est un élément qu'on croise dans nos études et qu'on ne perd pas derrière dans le métier. Pourtant il y a plein de choses qui se diluent, il y a d'autres problématiques qui s'y raccrochent, mais la notion de programme, elle est présente de base dans n'importe quel projet, même en tant qu'étudiant, et elle est toujours aussi présente et toujours aussi importante dans notre métier, dans le métier qu'on fait, même s'il y a énormément de choses qui gravitent autour derrière, des contraintes qui s'y ajoutent, c'est surtout des contraintes, mais la notion de programme, comme disait Thibaut, elle est primordiale. C'est-à-dire que réussir à se poser la bonne question, le programme qu'on nous l'impose ou qu'on le définisse soi-même quand on est étudiant par rapport à des types de projets sur lesquels on travaille, on doit perpétuellement le re-questionner tout le temps, et ça doit être l'élément fédérateur de tout le projet, ça ne doit pas être autre chose en fait. C'est vraiment arriver à avoir une réponse programmatique cohérente et en accord avec ces principes, c'est la base de notre métier.
je pense, enfin du moins c'est la manière Ouais, dont je on pense C'est la conçoit. règle de jeu, c'est la règle du jeu C'est principal. la règle du jeu, ouais. C'est aussi la base de la réussite d'un projet derrière. Bien sûr. Si le programme n'est pas compatible ni cohérent avec le contexte et le site et même l'envie du maître d'ouvrage, La parce demande. que je pense qu'on a un rôle à jouer important sur ce sujet. Ouais. Quitte à le remettre en question. Ouais. C'est vrai. Et avoir, Et pas avoir peur de le remettre faire. en question. Parce que la finalité, ça reste toujours l'utilisateur, l'utilisateur du lieu, L'usager, ouais. ou le retour du maître d'ouvrage. Donc par nature, on essaie d'avoir la réponse la plus appropriée à un projet en venant re-questionner en permanence la façon dont on va l'utiliser. Bah, le programme, Ça à chaque fois. le programme, ça part d'une demande, toujours, c'est-à-dire qu'on va pas le... Je sais pas si c'était clair, mais voilà. Ouais, après, dans l'idée, c'est plus. Faudra savoir, j'attendais peut-être 2-3 phrases. Mais tu vas voir que c'est difficile avec nous. On peut avoir C'est compliqué. non, mais peut-être une définition peut-être Alors, simple. plus synthétique finalement. Le programme au sens factuel dans notre métier, généralement il nous est donné par le maître d'ouvrage. C'est une description détaillée des besoins en réalité, et c'est ce qui nous permet à nous de construire et de dessiner et de faire le projet. C'est le besoin décrit par le maître d'ouvrage. Alors justement, nous après on s'intéresse à ce sujet-là parce que souvent il faut qu'il soit pertinent pour que le projet le soit aussi, et ça c'est un sujet après de conception. Feuille de route au départ qui peut prendre 1000 directions. En fait. Donc, moi je pense que ce qui m'a vraiment marqué, c'est presque pendant mes études, le moment où j'ai vraiment réalisé que l'architecture reliait plein de choses qui étaient pour moi essentielles dans mon fonctionnement. C'est-à-dire d'avoir à la fois cet aspect de la réflexion, de la conceptualisation d'une idée, et en même temps le faire, le réaliser. C'est-à-dire à un moment donné, quels sont les moyens techniques et les outils qui vont permettre de faire en sorte que cette idée aboutisse à quelque chose d'assez formel, qui est un bâtiment, qui est une place, qui est un espace, qui est un lieu. Et c'est à ce moment-là où vraiment je me suis dit, mais en fait ce métier, du moins pendant les études, après il y a d'autres choses qui s'y ajoutent, mais je me suis dit, bah ouais, en fait c'est un magnifique trait d'union entre plein de choses qui me correspondent, et donc c'est devenu assez évident, en fait, assez rapidement. Moi, en effet, je pense que c'est un souvenir d'enfance lié à un projet qui m'a marqué petit, le parc de la Villette de Tchoumi, et d'ailleurs la cité de la découverte avec, en fait, c'est vrai que c'était cette notion j'avais le sentiment d'être un peu dans le monde du futur, et c'est quelque chose qui était très excitant pour moi, et je pense qu'inconsciemment ça a participé à cette envie ensuite de concevoir des espaces ou des lieux, et ce souvenir-là, ouais, en particulier, ouais. Moi, c'est un peu comme Thibaut, c'est plutôt un souvenir d'enfance. C'est la première fois que mon père m'a amené à la Défense. Tout bêtement, c'était pas vraiment le bâtiment en lui-même qui m'intéressait, mais c'était cette sorte de ville complètement déconnectée de la ville, mais qui était à la fois dans un alignement historique de Paris, où on n'avait que de la circulation piétonne sur cette dalle, on n'avait plus aucune voiture, plus aucun transport en commun, et c'est vrai que ça m'a questionné à l'époque, et c'est un truc qui est resté imprès pendant une bonne partie de ma formation d'archi, parce qu'en plus moi j'ai passé un diplôme d'urbanisme, donc voilà, il y avait quand même un truc qui se liait, et qui m'a intrigué. En plus j'avais la chance de ne pas habiter très très loin, donc j'y suis retourné un tout petit peu en permanence, on va dire, pendant mes études, et c'est vrai que ça a toujours été un lieu qui m'a intrigué sur plein de sujets qui sont effectivement, voilà, ceux que j'ai abordés, le transport, le volume, la taille, la dalle, etc. Tous les trois, on est assez au clair pour dire qu'en fait le Centre Pompidou résume beaucoup de choses par rapport à l'approche qu'on a du métier d'architecte et de ces notions un petit peu clés dont on parlait au départ.
parce que c'est un... faut le présenter s'il faut encore le présenter, mais c'est un objet qui est assez fascinant, mine de rien, au milieu du diffus comme ça, dans un des quartiers les plus denses de Paris, qui a été réalisé donc, par Enzo Piano et Richard Rogers à l'époque, et sur lequel ils ont monté leur agence à l'époque sur le gain de ce projet, et où leur réponse a été très efficace en fait, par rapport notamment à la notion de programme, la notion de contexte et la notion de budget aussi par affiliation de ça. Le programme, parce qu'en fait on leur demande de faire un centre culturel où le programme doit être en permanence en évolution. Donc le fait de sortir toute la technique du bâtiment, d'en faire des espaces complètement une coquille avec tout modulable à l'intérieur, la réponse au programme elle est assez évidente. Le contexte, parce qu'il fallait quand même sortir en plein milieu de Paris un bâtiment avec la technique visible qui la rend du coup esthétique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après ça c'est vraiment une autre question, mais d'assumer ce concept-là et de créer cet objet par le vide. C'est-à-dire qu'en fait, en inventant quasiment la notion de parvis, qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir à Paris sur ces échelles-là, surtout dans un espace très dense, donne en fait toute sa force et toute l'objet en lui-même, parce qu'on parle d'objet, prend tout son sens en fait grâce à ce vide. Donc le rapport de plan et de vide est hyper bien maîtrisé sur ce projet-là, surtout dans un truc très dense. Donc la notion du contexte, elle est pour nous vraiment bien expliquée, la réponse est hyper cohérente. Et donc du coup le budget, parce qu'en fait la réponse sur ce projet-là quand même de quasiment toutes les équipes était de densifier finalement la parcelle au maximum. En fait eux ils ont rendu une partie du foncier à la ville en disant voilà ce parvis on le rend à la ville, tout en servant le projet, parce qu'en fait il est indissociable du projet, parce qu'il permet de sortir la culture à l'extérieur, devant, mais qui est complètement relié par cet effet de pente au bâtiment, enfin ça fonctionne parfaitement bien. Et donc du coup, économie de matière, économie de foncier, économie de plein de choses. Donc en fait la notion de programme, de contexte et de budget, il coche toutes les cases. Et en plus, c'est un objet fascinant, qu'on aime ou qu'on déteste, mais qui est un objet fascinant. Donc en fait, voilà, la réponse architecturale de ce projet, elle est... Il faut aller voir Beaubourg. Il faut aller voir Beaubourg, voilà. Ouais. Si on l'a pas déjà vu. Ouais. C'est ça. Et même si vous l'avez déjà vu. Même si vous l'avez déjà vu. C'est vrai. Je pense qu'on propose plutôt un processus de travail qui est lié aux notions qu'a abordé Martin en début d'interview, à savoir donc le programme, le contexte auquel on attache beaucoup d'importance puisque c'est vraiment l'essence du projet, et le budget qui évidemment est essentiel dans le cadre du projet. Il y a aussi une notion importante qui est importante pour nous à travers aussi la façon dont on travaille tous les trois, c'est qu'on est assez complémentaires et donc on s'attache le plus possible quand c'est possible à faire des missions complètes parce qu'on a vraiment cœur à suivre un processus, à suivre le projet dans son ensemble, c'est-à-dire du début de la conception jusqu'à sa livraison, parce que c'est comme ça que nous on entend un projet, il faut le construire voilà, c'est une façon de conserver une cohérence globale à l'ensemble du processus de conception du projet. On va te présenter le projet de l'EHPAD Sainte-Geneviève. Donc l'EHPAD Sainte-Geneviève, c'est un projet qui se trouve à Taverny, dans le 95. Donc petit rappel, un EHPAD c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes. Pour information, ce projet est mené par l'association Chemin d'Espérance. Chemin d'Espérance, c'est une association qui est principalement gestionnaire de énormément d'établissements, une vingtaine je crois en France, et ils font ça depuis les années 70. Nous, notre but dans ce projet-là, on parle d'un EHPAD qui ne répond plus aujourd'hui
aux demandes de ce qu'est un EHPAD moderne. Donc on est sur un EHPAD de 60 chambres. Nous, notre projet, c'est donc de faire une extension rénovation pour amener ce bâtiment à 65 chambres, tout en offrant une qualité d'espace personnel, mais aussi une sorte de confort de vie communautaire, on va dire. Et c'est vrai que je reviens un peu à ce qu'on disait au tout début de l'interview sur ce projet-là. On a eu la chance d'être dès le départ, dès le diagnostic et la faisabilité, part, entre guillemets, de tout ce qui va constituer le projet. C'est-à-dire qu'on revient encore sur cette notion-là, mais qui est vraiment hyper importante pour nous. On a participé à l'élaboration du programme et comment on a pu le faire évoluer par rapport à tout ça. Un exemple tout bête, c'est par exemple, il y a le Covid qui est passé entre-temps. Le Covid, comment on vient adapter maintenant les choses par rapport au Covid, comment on essaye de continuer à aller voir nos aînés alors que pendant un an et demi, on n'a pas eu la possibilité de les voir, tout le monde était confiné. Donc voilà, toutes ces questions-là, on a essayé de les appliquer justement sur ce projet qui en plus est le plus gros qu'on a à l'agence en ce moment. Donc ça nous permet vraiment de faire un cas d'école pour nous à l'agence, ce projet. Ouais, c'est vrai que c'est un projet qui est en cours, hein, donc en plus on est vraiment encore dans des phases de programmation pour le coup, même si ça commence un petit peu à s'affiner. C'est un projet, pour juste reprendre un petit peu les notions dont tu parlais, qui est dans un contexte assez particulier. On est vraiment en lisière de forêt, sur un promontoire sur les hauteurs de Taverny, donc il y a un côté un peu signal de ce bâtiment en plus qui est assez intéressant à traiter. C'est vraiment un bâtiment pure écriture des années 70, fenêtres bandeaux, crépi façade, enfin voilà, vraiment tout ce qu'on aime quoi. Et l'idée, c'est d'essayer de garder son identité. C'est un bâtiment qui est très massif déjà, donc le but c'est pas par l'extension qu'on en fait de venir exagérer encore plus son côté massif, son côté un peu monumental. Donc l'approche c'est vraiment d'essayer de simplement et vraiment le plus sobrement possible venir rajouter du programme, donc rajouter de la surface sur un site qui est un peu contraint parce qu'on est en pente très forte, on est dans une zone où on a vraiment des bâtiments qui sont autour très proches, donc en plus on peut pas, en termes de co-visibilité sur beaucoup de choses, on pouvait pas aller partout là où on voulait. Et voilà, il y a un contexte encore une fois de lisière de forêt qui est assez intéressant par rapport au choix des matérialités qu'on va faire, par rapport à des disponibilités de ressources locales aussi qui vont nous permettre de travailler ce projet le plus globalement possible à travers encore une fois ces trois piliers qu'on aime bien, autour duquel on aime bien tourner à l'agence, mais qui nous permettent d'avoir une approche en fait conceptuelle des projets et notre colonne vertébrale qui nous raccroche. Voilà, toujours. C'est vrai que Martin parle de matérialité, mais il ne faut pas oublier que ça va être un projet en site occupé. Donc, comment arriver à faire le bon équilibre entre les travaux, la présence des personnes âgées sur place, des destructions lourdes, une construction lourde aussi. Donc c'est vrai que assez rapidement on est tombé dans un projet d'envergure où on a quand même un ensemble de choses à penser et à traiter dès la base. Donc c'est pour ça que ça nous paraît important là, dès les phases diagnostic, faisabilité, APS, APD, déjà de régler le plus grand nombre de problèmes avant même de rentrer dans un sujet de technique. Sachant que par rapport, notamment pour aller dans ton sens, la notion de budget est questionnée par rapport à ça, parce qu'on est sur des financements, on est 100% à l'aide sociale, habilité à l'aide sociale, donc on est sur des financements publics à 100%, donc la question du budget est elle est primordiale sur ce projet-là, c'est-à-dire qu'on a défini sur la base d'une faisabilité un concept, un projet, un programme qui a permis d'aller chercher des financements. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu du projet, c'est de réussir à re-questionner ce programme tout en restant dans une enveloppe budgétaire qui va être très compliquée d'aller faire bouger derrière. Donc voilà, c'est un projet qui rejoint beaucoup d'enjeux qui nous intéressent, donc c'est un bel exercice et j'espère une belle aventure pour l'agence. On en est qu'au début, mais pour l'instant, voilà. Donc c'est vrai que notre travail en équipe, il est sur deux notions. Il y a la notion de production, où là en fait on est trois, on arrive à bien se dispatcher les choses, et ça permet d'avancer phase par phase sans mélanger trop les pinceaux au milieu.
Et en même temps, on a un aspect de réflexion continue, perpétuellement tous les trois. C'est-à-dire que sur chaque phase de projet, on se retrouve autour de cette table, on fait des brainstorming pendant 2 heures, 3 heures, 6 heures s'il faut. Et l'idée, c'est que on sorte toujours de cette réflexion avec une idée bien précise, commune, de ce vers quoi celui qui va prendre la phase en production derrière, qu'il emmène vraiment une vision commune à tous les trois sur le projet derrière, pour qu'il n'y ait pas de décalage. Parce qu'en fait, le problème de parfois d'être trop sur des processus de production un peu trop individuels, même si c'est nécessaire parce qu'il faut avancer, s'il n'y a pas cette réflexion commune à toutes les phases, il y a un moment donné, les choses se perdent un petit peu au fur et à mesure du temps du projet. Justement, je pense savoir un peu ce que vous allez répondre, mais vous êtes plus à rechercher une forme de hiérarchie en fait, complètement horizontale, plutôt que verticale dans votre développement. Je pense que c'est à la fois ce à quoi on aspire, puis je pense que aujourd'hui la hiérarchie verticale, c'est quelque chose qu'on déjà, nous, on ne voyait quasiment plus appliqué dans les agences dans lesquelles on a travaillé. Il y a un espèce de côté un peu passé du patron dans son bureau avec son armée de gros devant la porte. Nous, c'est pas ça, le processus. En plus, on est une jeune agence, donc en plus, à quel moment on ne peut pas se positionner de cette manière-là, on va pas... puis ça n'a aucun sens pour nous, parce que je veux dire, nous, les problématiques, on les découvre tous les jours. On est encore dans un processus d'apprentissage de notre métier, donc on est plutôt avide d'avoir une communauté de réflexion, une communauté de points de vue, pour que derrière, on en sorte tous encore mieux, quoi. Donc voilà, après, il faut cadrer sans spécialement hiérarchiser. Après, je pense qu'on essaie quand même de le faire intelligemment, c'est-à-dire qu'on ne met pas de côté aussi toutes les notions de travail, c'est-à-dire que les phases de réflexion sont vraiment horizontales, c'est-à-dire que chacun vient apporter sa pensée, sa réflexion à un projet. En revanche, on essaye c'est pas forcément le cas dans la phase de production, c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de la dissocier, parce qu'on essaye de sortir le meilleur de chacun, parce que sur certaines phases, je vais être plus productif sur un sujet, Guillaume va être plus productif sur un autre sujet, et sur la production, là on essaye justement de le dissocier de la réflexion, parce que sur ces phases-là, c'est intéressant de pas... de mettre en avant la force de chacun. Comme on l'a expliqué un peu avant, et on a construit un processus de travail qui est commun à nous trois et qui n'est pas individuel, et qu'on met un peu nos envies et nos goûts en termes d'architecture, pas de côté, mais on les met. C'est pas ce qui passe au premier plan de notre conception et de notre travail. On n'a pas un projet en commun rêvé. C'est plutôt, je pense, une liberté. Donc, Martin a abordé la notion de temps dans la réflexion tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment ça qui est important dans notre processus de travail, c'est d'avoir le temps et l'opportunité de développer les notions qui nous intéressent particulièrement, à savoir le contexte, pouvoir faire une analyse, travailler le programme et faire en sorte et également le budget, parce qu'on en parlait aussi tout à l'heure, c'est important, et en faire en sorte que tout ça soit le plus cohérent possible. Et pour nous, un projet réussi, je pense que c'est un projet qui forme l'équilibre entre ces éléments-là. C'est notre processus de travail. Après, évidemment, je pense qu'avant tout, un projet réussi, c'est un projet qui plaît aux usagers, et qui donne l'impression qu'il est là depuis toujours. Et il faut demander en fait aux usagers post-projet ce qu'ils pensent du projet pour savoir si c'est une réussite, parce qu'on a un regard au bout d'un moment qui est quand même assez déformé. Les projets sont longs. En plus, on est attaché à la mission complète, donc souvent, c'est important pour nous de faire le début, toute la conception, le chantier. Et c'est aussi une force du coup d'être trois, parce que
on peut se passer un peu le relais, même si en termes de réflexion, on est globalement à chaque fois ensemble pour parler des sujets de réflexion, mais c'est vrai que quand c'est compliqué pour l'un de nous trois parce que la phase est là, on peut se passer le flambeau et ça permet d'assumer un projet sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui est le cas parce qu'un projet compliqué, c'est souvent une notion très compliquée dans notre métier, c'est vraiment le temps d'un projet. Voilà. Donc un projet réussi, c'est un projet pour lequel on a pu prendre le temps de bien réfléchir, où on a posé vraiment toutes les problématiques. Et puis un projet réussi, c'est un projet qui correspond à ses usagers. Voilà, c'est ce que disait Thibaut. Et même au-delà de ça, un projet réussi, c'est un projet qui, dans sa gestion, dans le temps, fonctionnera bien aussi pour un maître d'ouvrage. C'est vrai qu'on pense toujours au moment de la livraison en elle-même, où ça y est, on vient prendre les photos, on remplit un book, sauf que en l'occurrence, on peut encore venir te chercher pendant quelques années s'il y a le moindre problème. Donc pour nous, c'est tout ça, un projet réussi. Au-delà même de l'esthétique, c'est qu'il réponde à la pure demande qu'on nous a fait à la base. Et c'est vrai que par contre, on a une anecdote sur notre première commande, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on avait à peine créé la boîte, je suis même pas sûr qu'on avait déjà encore les statuts du greffe qui avaient été validés ou quoi que ce soit. On était avec Martin dans ma cuisine à l'époque. On bossait dans ma cuisine avant même d'avoir la première agence. Et c'est vrai qu'en montant l'agence, on réserve des noms de domaine pour le site internet, on vient créer des pages sur Facebook, sur LinkedIn, sur Viadeo, etc. etc. Moi, de mon côté, c'est vrai que c'était plutôt une mise à jour de tous ces supports-là, parce que j'étais déjà créé, mais pour Martin, on partait d'un tout petit peu plus loin. L'ABC de la communication. et c'est vrai tout de suite, on lui a créé un compte LinkedIn, où on a remis l'intégralité de ses résumés, etc. Et puis au moment de rajouter des contacts, je dis écoute, on va essayer de chercher un peu les contacts avec qui tu avais bossé quand on était dans l'ancienne agence. Et ça pouvait difficilement aller plus vite que ça. C'est qu'on a créé sa page. 2 minutes après, il ajoutait un maître d'ouvrage avec qui on avait travaillé à l'époque, qui lui répond dans l'instant, qui lui téléphone 5 minutes après. Et on se voyait 2 jours après dans leurs locaux et on commençait à travailler pour eux sur les pales. Voilà, sur les pales. Donc voilà. Donc après, la temporalité des choses a fait que on a eu le Covid entre-temps, il y a des choses qui se sont arrêtées, qui ont repris, etc. Mais ce premier projet important pour l'agence, merci LinkedIn, quoi. Merci LinkedIn. Comme quoi, inscrivez-vous sur LinkedIn. Après. Non, mais ça a été un concours, un peu un concours de circonstances. Ouais. Je pense que voilà, on a créé le compte au bon moment, au moment où le gars il n'avait rien d'autre à faire, il était là en mode tiens, aussi, je m'avais dit qu'il devait monter leur agence, et puis pof, et puis voilà. Donc c'est un beau concours de circonstances pour nous. C'est la notion de confiance, pour moi, qui est essentielle, pour nous, je pense qu'elle est essentielle. Pour qu'un projet se déroule dans de bonnes conditions, parce que comme disait Thibaut tout à l'heure, en fait un projet on part sur 2 ans, 3 ans, voire plus en fonction de l'échelle. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas cette relation de confiance au départ avec le maître d'ouvrage, ça peut pas bien fonctionner. Ça peut pas bien fonctionner parce qu'à un moment donné on finit par ne plus aimer le projet, parce qu'en fait à un moment donné la contrainte que nous impose le maître d'ouvrage, s'il n'y a pas cette relation de confiance, elle est plus absorbée intelligemment. Nous, à un moment donné, il faut aussi qu'on ait conscience du type de maîtrise d'ouvrage qu'on a en face de nous, donc on est obligé aussi d'adapter. Mais pareil, il nous fait confiance toujours, donc il faut jamais perdre cette idée-là. Donc voilà, je pense la notion clé de la relation maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, c'est la confiance, qui derrière permet de s'adapter, de faire les bons compromis et de toujours porter le projet collectivement. Conserver le dialogue constructif, pouvoir dire ce qu'on pense. Quand même, toujours. Voilà, jamais se brider, parce qu'à partir du moment où on fait ça, on le fait à reculons et on a l'impression de juste effectuer une tâche et plus une réflexion en fait. Et je pense que c'est ça, il faut avoir un but commun avec le maître d'ouvrage quand même si évidemment lui il y a des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres au quotidien, mais voilà, la confiance et le but commun qui est le projet dans sa meilleure possibilité. Vision commune. Le projet,
il nous appartient le temps de la conception, le temps de la construction, il appartient au maître d'ouvrage derrière. Donc en fait, on a des enjeux chacun à jouer vraiment sur tout le projet, toute la durée du projet. Et ouais, vraiment l'idée du bien commun, quand je dis bien commun, c'est le bâtiment en lui-même. Faut qu'à la fois nous on puisse s'épanouir en le faisant et que lui il puisse y trouver le bon usage et sur le long terme qu'il puisse ne pas regretter rien sur son bâtiment. Donc ça rejoint un petit peu au projet réussi ou pas. En fait tout est un peu relié, parce que le projet réussi ça passe par une bonne relation avec ton maître d'ouvrage et donc par une relation de confiance et donc voilà, toutes ces notions sont indissociables. Merci d'avoir pensé à nous pour venir faire cet exercice un peu périlleux pour nous aussi, parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Mais intéressant. Après une petite demi-heure, ça va un peu mieux. On va se mettre les idées au clair. Ouais, en fait. Mais c'est vrai que c'est un exercice pas simple à faire. Mais sinon sur les piliers. Alors, je répète, en fait.